Le poids du silence s'abattait lentement sur Montpellier, comme une chape invisible qui écrasait chacun des protagonistes impliqués dans cette affaire devenue incontrôlable. Rien ne semblait plus tenir debout, ni les certitudes, ni les intuitions, encore moins les liens de confiance qui unissaient autrefois les individus. Au cœur de cette tempête, une vérité semblait vouloir s'imposer de force, brutale, simplifiée à l'extrême. Nathalie Lopez serait coupable. Pourtant, derrière cette évidence apparente, des fissures apparaissaient déjà, discrètes mais persistantes, comme autant de signaux d'alerte que certains refusaient de voir. Dans les couloirs du commissariat, l'atmosphère était lourde, saturée d'une tension que personne ne parvenait réellement à dissiper. Baker, fidèle à sa ligne de conduite, tentait de maintenir une approche méthodique, presque froide, malgré la pression grandissante qui s'exerçait sur lui. Face à lui, le juge Laplace affichait une assurance déroutante, comme si l'affaire était déjà classée dans son esprit. Pour lui, les éléments accumulés contre Nathalie formaient un ensemble cohérent, suffisamment solide pour justifier une mise en accusation rapide. Ce déséquilibre entre prudence et certitude créait un climat électrique. Baker refusait de céder à cette logique expéditive. Il connaissait trop bien les pièges des enquêtes biaisées, ces chemins trompeurs qui donnent l'illusion de la vérité tout en dissimulant l'essentiel. Pourtant, ses objections semblaient se heurter à un mur. Laplace ne voyait pas l'intérêt de creuser davantage, convaincu que toute autre piste relevait d'une perte de temps inutile. Pendant ce temps, Alex et Thierry poursuivaient leurs investigations avec une inquiétude croissante, presque instinctive. Rien dans le comportement de Nathalie ne correspondait pleinement au profil d'un meurtrier. Les incohérences, les zones d'ombre, les détails qui ne collaient pas continuaient de s'accumuler dans leurs esprits. Et pourtant, ils se retrouvaient contraints d'avancer dans une direction qui ne les convainquait pas entièrement. Cette sensation diffuse d'erreur imminente les poussait à observer autrement, à chercher là où personne ne semblait vouloir regarder. Et c'est précisément dans cet espace, entre le doute et l'intuition, que le nom de Jeanne Beaulieu commençait à émerger, d'abord timidement, puis avec une insistance de plus en plus troublante. Rien de concret, rien de tangible, seulement des impressions, des comportements difficiles à interpréter, une présence presque trop maîtrisée pour être honnête. Jeanne donnait l'image d'une femme en contrôle, capable de naviguer dans le chaos sans jamais laisser transparaître la moindre faille. Mais c'était justement cette absence de faille qui éveillait les soupçons. À quelques kilomètres de là, loin de l'agitation du commissariat, Emma tentait de garder pied dans un monde qui lui échappait complètement. Chaque nouvelle information, chaque rumeur, chaque regard chargé de jugement contribuait à l'enfoncer un peu plus dans une spirale de peur et d'impuissance. Voir sa mère au cœur d'une accusation aussi grave dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Son esprit oscillait entre la colère et le désespoir, incapable de trouver un équilibre. Elle refusait catégoriquement de croire à la culpabilité de Nathalie. Pour elle, cette idée n'avait aucun sens, aucune logique. Sa mère n'était pas capable d'un tel acte. Elle en était convaincue avec une force presque désespérée, comme si cette conviction était la seule chose qui la maintenait encore debout. Pourtant, les interrogatoires répétés, les questions insistantes, les regards suspicieux commençaient à fissurer cette certitude. Lorsqu'Alex était venu les voir, elle et Lucas, pour vérifier la version de la nuit passée, quelque chose s'était brisé en elle. Ce n'était pas tant les questions en elles-mêmes que la manière dont elles étaient posées. Une froideur, une distance, une suspicion à peine dissimulée. Emma avait perdu le contrôle, incapable de contenir plus longtemps l'accumulation de stress et d'angoisse. Ces mots avaient dépassé sa pensée, portée par une émotion brute qui ne cherchait plus à se cacher. Elle ne supportait plus cette idée que tout soit construit contre sa mère, comme si la conclusion était déjà écrite et qu'il ne restait plus qu'à remplir les cases. Lucas, lui, avait réagi différemment, mais avec une intensité tout aussi forte. Plus posé en apparence, il n'en était pas moins profondément affecté par la situation. Il voyait clairement ce qui se dessinait, une enquête orientée, un récit qui prenait forme sans laisser de place à une véritable contradiction. Et cela, il ne pouvait pas l'accepter. Face à Alex, il avait exprimé son désaccord sans détour, mettant en lumière ce qu'il considérait comme une injustice. Pour lui, il était inadmissible de se contenter d'une hypothèse aussi fragile sans explorer toutes les alternatives. Il ne s'agissait pas seulement de Nathalie, mais d'un principe plus large, celui de la vérité, de la justice, de la responsabilité. Alex, pris entre son devoir et ses propres doutes, avait tenté de maintenir une position équilibrée. Il ne pouvait pas nier les éléments à charge, mais il reconnaissait également qu'il ne suffisait pas à établir une culpabilité incontestable. Cette dualité le plaçait dans une situation inconfortable, où chaque décision semblait comporter une part de risque.
Dans cet équilibre fragile, Emma restait la plus vulnérable. Sa peur ne cessait de grandir, alimentée par une imagination qui transformait chaque scénario en catastrophe imminente. Elle voyait déjà sa mère derrière les barreaux, seule, fragile, incapable de résister à la violence du monde carcéral. Cette vision la hantait, la poursuivait jusque dans ses moments de silence. Les larmes finissaient toujours par revenir, incontrôlables, comme une réponse automatique à une douleur trop intense pour être contenue. Elle ne voyait aucune issue, aucun espoir concret auquel se raccrocher. Tout semblait se refermer autour d'elle, lentement mais inexorablement. Lucas tentait de la soutenir, de lui offrir une stabilité qu'il ne possédait pas lui-même. Ses paroles se voulaient rassurantes, construites, presque rationnelles. Il lui promettait qu'il trouverait une solution, qu'il ne laisserait pas Nathalie tomber. Mais au fond de lui, il savait que la situation était bien plus complexe qu'il ne le laissait entendre. C'est dans ce contexte de tension extrême qu'une autre dynamique, plus discrète mais tout aussi déterminante, commençait à se mettre en place. Dimitri, jusque-là en retrait, observait la situation avec une attention particulière. Contrairement aux autres, il détenait des informations, des fragments de vérité qui pouvaient potentiellement faire basculer l'affaire. Mais cette position était loin d'être confortable. Chaque décision qu'il prenait impliquait un risque personnel considérable. Son passé, ses erreurs, ses choix récents le plaçaient dans une situation précaire. Aller voir la police signifiait s'exposer, risquer de perdre ce fragile équilibre qu'il avait réussi à maintenir jusqu'ici. Cette peur, bien réelle, le paralysait. Il savait ce qu'il devait faire, mais il n'arrivait pas à franchir le pas. Le poids des conséquences était trop lourd, trop immédiat. Pourtant, plus le temps passait, plus la pression devenait insoutenable. Lucas, conscient de l'importance du rôle de Dimitri, avait tenté de le pousser à agir. Ses mots, plus durs cette fois, traduisaient une frustration profonde. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait rester passif face à une injustice aussi évidente. Pour lui, il ne s'agissait plus d'un choix, mais d'une obligation morale. Ces échanges avaient laissé une trace, un impact que Dimitri ne pouvait plus ignorer. Même s'il refusait encore de se tourner vers la police, une autre idée commençait à émerger dans son esprit. Une alternative, plus risquée, mais aussi plus directe. Une manière de reprendre le contrôle sans se livrer complètement. Ce plan, encore flou, reposait sur une intuition. Si Jeanne Beaulieu était réellement impliquée, alors il existait un moyen de la faire tomber. Il ne s'agissait plus de prouver, mais de provoquer, de créer une situation dans laquelle la vérité ne pourrait plus se cacher. Pendant ce temps, Jeanne poursuivait ses activités avec une sérénité presque troublante. Chez elle, elle s'affairait à un rituel particulier, parlant de purification, d'énergie, de nettoyage. Pour certains, cela pouvait sembler anodin, voire banal. Mais dans le contexte actuel, chaque geste prenait une signification différente. Cette mise en scène, consciente ou non, renforçait l'ambiguïté qui entourait sa personne. Était-elle réellement innocente, ou cherchait-elle à se protéger d'une culpabilité qu'elle tentait d'effacer symboliquement? La question restait ouverte, suspendue, prête à basculer d'un côté comme de l'autre. Dans cette atmosphère chargée, les trajectoires des différents personnages semblaient converger lentement vers un point de rupture. Chacun avançait avec ses certitudes, ses doutes, ses peurs, sans savoir que leur choix allait bientôt s'entrelacer de manière irréversible. Et quelque part, dans l'ombre de cette affaire, un piège commençait à prendre forme. Un piège qui, s'il fonctionnait, pourrait changer le cours des événements, ou précipiter tout le monde dans une chute encore plus brutale. Dans le même temps, alors que l'enquête officielle semblait s'enfermer dans une direction unique, d'autres dynamiques, plus discrètes mais tout aussi décisives, continuaient de se développer en parallèle, comme des courants souterrains prêts à refaire surface au moment le plus inattendu. À Montpellier, tout semblait connecté, chaque décision influençant indirectement une autre, chaque choix individuel contribuant à un déséquilibre global dont personne ne mesurait encore réellement l'ampleur. Chez Gary, l'atmosphère était radicalement différente, presque en décalage avec la tension qui régnait ailleurs. Pour la première fois depuis longtemps, il entrevoyait une perspective d'avenir concrète, quelque chose de tangible sur lequel il pouvait enfin s'appuyer. L'obtention de son prêt marquait un tournant décisif, une étape qu'il avait longtemps cru hors de portée. Derrière ce succès, il y avait l'intervention déterminante de Sérignan, dont l'influence s'était révélée plus efficace que prévu. Ce soutien, cependant, n'était pas totalement désintéressé. Gary en avait conscience, même s'il préférait ne pas s'attarder sur les implications possibles. Pour lui, l'essentiel résidait dans cette opportunité unique, reprendre la paillote, devenir enfin maître de son propre destin, sortir d'une situation précaire pour construire quelque chose de stable. Cette ambition, longtemps contenue,
prenait désormais forme avec une intensité nouvelle. Lorsqu'il partagea la nouvelle avec son entourage, l'enthousiasme était palpable, presque contagieux. Certains y voyaient une réussite méritée, d'autres une prise de risque audacieuse. Mais au-delà des réactions immédiates, une réalité plus complexe se dessinait en arrière-plan. Car dans l'ombre de cette réussite, Sérignan poursuivait ses propres objectifs, avec une stratégie bien plus large que ce qu'il laissait apparaître. Son regard était déjà tourné vers Catherine Lemierre, dont la situation financière fragilisée offrait une opportunité qu'il comptait bien exploiter. L'idée était simple en apparence, proposer une gestion temporaire de ses immeubles, instaurer une relation de dépendance progressive, puis, à terme, procéder à un rachat avantageux. Une approche méthodique, presque chirurgicale, qui reposait sur une parfaite maîtrise des rapports de force. Johanna, en apprenant les intentions de Sérignan, n'avait pas caché son inquiétude. Elle connaissait Catherine, sa détermination, sa capacité à se défendre même dans les situations les plus compromises. Pour elle, sous-estimer une femme comme Lemierre relevait d'une erreur stratégique majeure. Mais Sérignan, fidèle à lui-même, affichait une confiance inébranlable, presque provocatrice. Il ne voyait pas Catherine comme une menace, mais comme un défi. Une adversaire à sa mesure, capable de rendre le jeu intéressant. Et dans cette confrontation à venir, il semblait prêt à aller jusqu'au bout, sans réellement mesurer les conséquences que cela pourrait engendrer sur l'ensemble des acteurs impliqués. Pendant ce temps, Inès et Laurine évoluaient dans une sphère plus personnelle, mais tout aussi révélatrice des tensions qui traversaient leur entourage. Leur échange, en apparence anodin, laissait entrevoir des réalités plus profondes. Laurine évoquait les difficultés de sa mère, contrainte de revoir sa stratégie face à une situation financière instable. Une fragilité inhabituelle pour une femme habituée à garder le contrôle. Inès, de son côté, voyait dans cette situation une opportunité, une ouverture possible vers une solution qui passerait par son propre réseau. Cette proposition, formulée avec une certaine légèreté, n'en restait pas moins significative. Elle révélait à quel point les relations professionnelles et personnelles étaient imbriquées, formant un système où chacun pouvait, à un moment donné, devenir un levier pour l'autre. Mais au-delà de ces enjeux économiques et stratégiques, l'affaire Nathalie continuait de peser sur les esprits, comme une ombre persistante qui refusait de disparaître. Même dans les moments de légèreté apparente, elle restait présente, en filigrane, influençant les comportements, les décisions, les émotions. Au commissariat, cette tension se traduisait par une forme d'urgence contenue. Nathalie allait être présentée au procureur, une étape cruciale qui marquerait un point de non-retour dans la procédure. Alex et Thierry, malgré leurs doutes, se retrouvaient confrontés à une réalité implacable, sans preuve tangible contre Jeanne, leurs intuitions ne suffiraient pas à inverser la tendance. Cette impuissance, difficile à accepter, les poussait à redoubler d'efforts, à chercher le détail qui pourrait tout changer. Mais le temps jouait contre eux. Chaque heure qui passait renforçait la position de la place, consolidait l'idée que Nathalie était la coupable idéale, celle qui permettait de clore rapidement un dossier devenu trop encombrant. Baker, conscient de cette dérive possible, tentait de maintenir un équilibre, mais ses marges de manœuvre se réduisaient progressivement. Il savait que sans éléments nouveaux, il lui serait impossible de s'opposer durablement à la décision du juge. Cette situation le plaçait dans une position délicate, où chaque choix pouvait être interprété comme une prise de position. Dans ce contexte, l'intervention de Dimitri prenait une dimension particulière. Son refus initial de coopérer avec la police avait suscité incompréhension et frustration. Mais désormais, son silence commençait à être perçu autrement, comme le signe d'une réflexion plus profonde, d'une stratégie en gestation. Lorsqu'il finit par se présenter chez Lucas et Emma, son attitude avait changé. Il n'était plus dans l'évitement, ni dans la peur visible. Quelque chose en lui s'était stabilisé, comme s'il avait enfin pris une décision. Ses mots, mesurés, portaient une détermination nouvelle, presque inquiétante. Il ne voulait toujours pas aller voir la police. Ce choix restait inchangé, dicté par des raisons personnelles qu'il ne pouvait ignorer. Mais en parallèle, il affirmait avec une conviction ferme qu'il ne laisserait pas une innocente payer pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Cette position, claire, marquait un tournant. Lucas, en l'écoutant, oscillait entre scepticisme et espoir. Il comprenait les motivations de Dimitri, mais doutait de l'efficacité d'un plan mené en dehors du cadre légal. Pourtant, il n'avait pas d'alternative à proposer. Et dans cette absence de solution, même une idée risquée pouvait apparaître comme une chance à saisir. Emma, quant à elle, voyait dans cette déclaration une lueur fragile, un espoir auquel elle s'accrochait avec une intensité presque douloureuse. Elle n'avait plus la force d'analyser, de douter, de peser les risques.
Tout ce qu'elle voulait, c'était croire qu'une issue existait, que quelqu'un pouvait encore inverser le cours des choses. Dimitri, sans entrer dans les détails, évoqua alors l'existence d'une piste, quelque chose qu'il avait identifié, un élément suffisamment solide pour justifier la mise en place d'un piège. Si Jeanne Beaulieu était réellement impliquée, alors il existait un moyen de la pousser à se dévoiler, de provoquer une réaction qui trahirait sa culpabilité. Ce plan, encore embryonnaire, reposait sur une logique simple mais dangereuse, confronter Jeanne à une situation où elle n'aurait plus le contrôle. Une approche risquée, car elle impliquait une part d'imprévisible difficile à maîtriser. Mais pour Dimitri, c'était précisément cette imprévisibilité qui pouvait faire la différence. Dans le même temps, ailleurs en ville, Jeanne poursuivait ses activités avec une sérénité presque déroutante. Son discours sur le nettoyage énergétique, sur la nécessité de purifier les lieux, pouvait sembler déconnecté de la réalité. Mais dans le contexte actuel, chaque détail prenait une dimension symbolique. Était-ce une simple coïncidence, une habitude personnelle, ou une tentative inconsciente de se libérer d'un poids plus lourd? Personne ne pouvait encore répondre à cette question. Mais une chose était certaine, Jeanne ne semblait pas affectée par les soupçons qui commençaient à l'entourer. Cette absence de réaction, loin de rassurer, ne faisait que renforcer le malaise. Comme si elle évoluait dans une réalité parallèle, imperméable aux tensions qui secouaient son entourage. Et c'est précisément cette distance qui la rendait difficile à cerner, presque insaisissable. Alors que les lignes commençaient à bouger, que les certitudes vacillaient lentement, une confrontation devenait inévitable. Le plan de Dimitri, encore invisible pour la plupart, avançait dans l'ombre, prêt à s'imposer comme un élément déclencheur. Et lorsque ce moment arriverait, il ne s'agirait plus seulement de soupçons ou d'intuition, mais d'une vérité qui, une fois révélée, risquerait de bouleverser définitivement l'équilibre déjà fragile de tous ceux impliqués dans cette affaire. À ce moment-là, tout semblait s'accélérer sans que personne ne puisse réellement reprendre le contrôle des événements, comme si chaque décision prise auparavant commençait enfin à produire ses conséquences. La mécanique de l'affaire se mettait en place avec une précision inquiétante, entraînant chacun dans une direction dont il ne mesurait pas encore la portée. Au commissariat, la perspective du déferrement de Nathalie agissait comme un compte à rebours silencieux, une échéance qui imposait son rythme à tous ceux qui gravitaient autour du dossier. L'idée qu'elle puisse être officiellement présentée comme suspecte principale prenait une consistance de plus en plus réelle, presque irréversible. Cette transition, entre le doute et l'accusation formelle, marquait une frontière fragile que certains redoutaient de franchir. Alex et Thierry, malgré leur expérience, ressentaient cette pression de manière aiguë. Ils avaient déjà vu des enquêtes basculer trop vite, des conclusions hâtives s'imposer faute de temps ou de preuves alternatives. Cette fois encore, ils avaient le sentiment que quelque chose leur échappait, que la vérité se trouvait ailleurs, dissimulée derrière une construction trop évidente pour être honnête. Leur intuition les ramenait inlassablement vers Jeanne Beaulieu, non pas à cause d'un élément précis, mais en raison d'un ensemble de signaux faibles, presque imperceptibles. Une manière d'être, une attitude trop contrôlée, une capacité à rester en retrait sans jamais se compromettre. Tout cela formait un faisceau de doutes qui, bien que difficile à formaliser, devenait de plus en plus difficile à ignorer. Lorsqu'ils en parlèrent à Baker, leur discours resta mesuré, presque prudent. Ils savaient que sans preuve tangible, leur suspicion ne pourrait être retenue. Baker, fidèle à sa rigueur, leur rappela cette évidence avec une fermeté calme. Les impressions ne suffisent pas. Il fallait des faits, des éléments concrets, quelque chose de suffisamment solide pour résister à l'examen du juge Laplace. Cette exigence, légitime, n'en restait pas moins frustrante. Elle les contraignait à avancer dans un cadre strict, alors même que leur instinct leur dictait d'explorer d'autres pistes. Mais dans un système judiciaire, l'intuition ne peut jamais remplacer la preuve. Et c'est précisément cette limite qui rendait leur position si inconfortable. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, Marc poursuivait son propre travail d'investigation, loin des contraintes policières mais avec une détermination tout aussi forte. Lorsqu'il confronta Alix à propos du Super 8, l'atmosphère devint immédiatement tendue. Il savait que cet objet provenait d'un cambriolage, et il n'hésita pas à lui faire comprendre qu'un nouvel article était en préparation. Pour Alix, cette révélation fut un choc mêlé de colère. Elle avait déjà le sentiment d'être prise dans une spirale qui la dépassait, et l'intervention de Marc ne faisait qu'aggraver la situation. L'affaire prenait une ampleur médiatique qu'elle ne maîtrisait plus, exposant au grand jour des éléments qu'elle aurait préféré garder dans l'ombre. Cette dimension publique ajoutait une pression supplémentaire à une situation déjà complexe. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement de vérité ou de justice, mais aussi d'image, de réputation, de conséquences sociales.
Et dans ce contexte, chaque information pouvait devenir une arme, chaque révélation un levier de pouvoir. Dans un autre coin de la ville, une conversation plus intime se déroulait entre Victor et Claire, marquée par une forme de mélancolie apaisée. Victor évoquait le passage du temps, cette sensation étrange de voir une vie se transformer sous ses yeux. Il parlait d'Olivier, de l'envie de le voir grandir, comme si cette projection dans l'avenir lui permettait de trouver un équilibre face aux incertitudes présentes. Claire, attentive, percevait dans ses paroles une volonté de tourner une page, d'accepter les changements sans s'y opposer. Cette discussion, en apparence simple, traduisait une évolution intérieure, une manière de faire face aux épreuves sans se laisser submerger. Dans un monde où tout semblait instable, ces moments de calme prenaient une valeur particulière. Mais cette accalmie restait fragile, rapidement balayée par l'arrivée de Gary, dont l'enthousiasme contrastait avec la gravité ambiante. Lorsqu'il annonça qu'il avait obtenu son prêt pour reprendre la paillote, l'énergie de la pièce changea immédiatement. Cette réussite, concrète et immédiate, apportait une note d'espoir dans un environnement dominé par les tensions. Gary, porté par cette dynamique, évoquait déjà les prochaines étapes, le rendez-vous chez le notaire, la finalisation de l'achat, le début d'une nouvelle aventure. Pour lui, tout semblait enfin s'aligner, comme si les efforts accumulés trouvaient enfin leur récompense. Cette projection vers l'avenir lui donnait une assurance nouvelle, presque communicative. Dans l'ombre de cette réussite, Sérignan continuait de développer sa stratégie avec une précision calculée. Lorsqu'il exposa son plan à Johanna, il ne laissa aucune place à l'ambiguïté. Il ne s'agissait pas seulement d'aider Gary, mais de mettre en place une opération plus vaste, centrée sur les biens immobiliers de Catherine Lemierre. L'idée de commencer par une gestion, avant de procéder à un rachat, témoignait d'une approche progressive, visant à instaurer une dépendance avant de passer à l'étape suivante. Johanna, consciente des risques, tenta de le mettre en garde. Elle connaissait Catherine, sa capacité à se défendre, son instinct de survie dans les situations les plus critiques. Mais Sérignan ne partageait pas ses inquiétudes. Au contraire, il semblait presque stimulé par la perspective d'un affrontement. Pour lui, Catherine n'était pas une menace, mais un adversaire digne d'intérêt, quelqu'un capable de rendre le jeu plus complexe, plus excitant. Cette vision, à la fois audacieuse et dangereuse, révélait une personnalité prête à prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Dans ce contexte mouvant, où chaque personnage poursuivait ses propres intérêts, Emma restait l'un des points les plus fragiles de l'équilibre général. Sa détresse atteignait un niveau qu'elle ne parvenait plus à contenir. L'idée que Nathalie puisse être incarcérée la terrifiait au-delà de toute mesure. Lorsqu'elle se retrouva seule avec Lucas, ses émotions prirent le dessus. Les larmes, longtemps retenues, finirent par couler sans qu'elle puisse les arrêter. Elle ne voyait plus d'issue, plus de solution, seulement une succession d'événements qui semblaient la conduire vers une perte inévitable. Lucas, malgré ses propres doutes, tenta de maintenir une posture rassurante. Il lui parla avec calme, cherchant à lui transmettre une forme de stabilité, même fragile. Il lui rappela qu'il n'était pas seul, que des solutions existaient, que tout n'était pas encore joué. Mais ces mots, bien que sincères, peinaient à apaiser complètement l'angoisse d'Emma. C'est dans cet état de tension extrême que Dimitri fit irruption dans leur quotidien, apportant avec lui une énergie nouvelle, presque déroutante. Son changement d'attitude était perceptible, comme si une décision intérieure avait été prise, irréversible. Lorsqu'il annonça qu'il ne pouvait plus rester sans agir, ces mots résonnèrent avec une force particulière. Il ne s'agissait plus d'une réflexion, ni d'une hésitation, mais d'un engagement clair. Il refusait de laisser une innocente subir les conséquences d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Son refus de coopérer avec la police restait intact, mais il était désormais accompagné d'une alternative concrète. Il évoqua à nouveau son plan, cette idée de piège destinée à faire tomber Jeanne si elle était effectivement impliquée. Cette fois, cependant, ses paroles portaient une conviction nouvelle, presque inquiétante. Lucas, en l'écoutant, comprit que quelque chose avait changé. Dimitri n'était plus dans l'hypothèse, mais dans l'action. Et même si les détails restaient flous, il était évident que ce plan allait bientôt se concrétiser. Emma, quant à elle, accueillit cette annonce comme une bouée de sauvetage. Elle ne cherchait plus à analyser les risques, ni à comprendre les implications. Tout ce qui comptait, c'était cette possibilité, même infime, de sauver sa mère. Dans l'ombre de ses décisions, Jeanne poursuivait son quotidien avec une constance presque troublante. Rien dans son comportement ne trahissait une quelconque inquiétude. Elle semblait évoluer dans une forme de tranquillité qui contrastait fortement avec le chaos environnant. Mais cette apparente sérénité pouvait-elle réellement être interprétée comme un signe d'innocence, ou n'était-elle qu'une façade parfaitement maîtrisée?
La réponse, encore incertaine, ne tarderait plus à émerger. Car désormais, tous les chemins semblaient converger vers un point de rupture imminent, où les masques tomberaient enfin, laissant apparaître une vérité que personne n'était réellement prêt à affronter. Pendant ce temps, une tension presque imperceptible continuait de se propager entre les différents protagonistes, comme une onde silencieuse qui gagnait du terrain sans jamais se manifester de manière brutale. Rien n'explosait encore, mais tout semblait prêt à céder au moindre choc, comme si chaque individu avançait sur une ligne fragile, consciente ou non du danger qui l'entourait. Au cœur de cette instabilité, la situation de Nathalie atteignait un point critique. Le moment de son déferrement n'était plus une simple hypothèse, mais une réalité imminente, presque tangible. Cette transition vers une phase judiciaire plus lourde renforçait le sentiment d'urgence, transformant les doutes en angoisse concrète. Pour ceux qui croyaient en son innocence, chaque minute qui passait devenait une course contre la montre. Alex et Thierry, de leur côté, se retrouvaient dans une position de plus en plus inconfortable. Leur rôle les obligeait à suivre une procédure stricte, à respecter les décisions du juge, tout en continuant à chercher la vérité. Mais cette double exigence devenait difficile à concilier. Leur instinct les poussait ailleurs, vers une piste encore trop fragile pour être exploitée officiellement. Lorsqu'ils évoquèrent une nouvelle fois leurs doutes auprès de Baker, la réponse resta inchangée, presque implacable dans sa logique. Sans preuve, ils ne pouvaient rien faire. Il ne s'agissait pas d'un manque de volonté, mais d'une limite structurelle, celle d'un système qui exige des faits là où eux ne disposaient encore que d'intuition. Cette frustration, bien que contenue, alimentait une forme de détermination silencieuse. Ils savaient que s'ils voulaient faire basculer l'enquête, ils devraient trouver cet élément décisif, ce détail capable de transformer une suspicion en certitude. Et dans cette quête, le nom de Jeanne Beaulieu revenait inlassablement, comme une évidence encore inexploitée. Dans un registre plus personnel, les conséquences de cette situation continuaient de se faire sentir avec une intensité particulière chez Emma. Sa fragilité émotionnelle atteignait un niveau qui ne pouvait plus être ignoré. Chaque pensée, chaque projection la ramenait à la même image, celle de sa mère enfermée, isolée, incapable de survivre à un environnement aussi hostile. Cette peur, irrationnelle mais profondément ancrée, ne cessait de grandir. Elle ne voyait plus les nuances, ni les possibilités. Tout semblait se diriger vers une issue inévitable, une chute qu'elle ne pouvait empêcher. Ses larmes n'étaient plus seulement une réaction, mais une expression constante d'un désespoir qui ne trouvait aucune issue. Lucas, malgré sa volonté de rester fort, commençait lui aussi à ressentir le poids de la situation. Il ne pouvait pas se permettre de céder à la panique, pas face à Emma, pas dans un moment aussi crucial. Pourtant, au fond de lui, les doutes s'accumulaient, les scénarios les plus sombres prenaient forme malgré lui. C'est dans cet équilibre fragile que Dimitri poursuivait sa propre évolution, presque en marge du reste. Son refus de se rendre à la police restait ferme, ancré dans une peur bien réelle des conséquences judiciaires. Son passé le rattrapait, lui rappelant que chaque faux pas pouvait lui coûter cher, bien au-delà de cette affaire. Mais en parallèle, une autre dynamique prenait le dessus, plus forte, plus déterminante. L'idée de laisser Nathalie payer pour un crime qu'elle n'avait peut-être pas commis devenait insupportable. Ce conflit intérieur, entre protection personnelle et exigence morale, atteignait un point de rupture. Peu à peu, son plan prenait forme, se structurant autour d'une logique simple mais risquée, provoquer Jeanne, la pousser à réagir, créer une situation où elle ne pourrait plus se cacher derrière son apparente maîtrise. Cette stratégie reposait sur une intuition forte, presque instinctive, mais aussi sur une part d'imprévisible difficile à contrôler. Dimitri savait qu'il jouait gros. Ce type de manœuvre ne laissait aucune place à l'erreur. Si Jeanne était innocente, tout s'effondrerait. Si elle était coupable, alors le moindre faux mouvement pourrait révéler la vérité. Mais dans les deux cas, les conséquences seraient lourdes, pour lui comme pour les autres. Lucas, en prenant conscience de l'ampleur de ce plan, comprenait qu'ils étaient en train de franchir une ligne dangereuse. Ce n'était plus une simple discussion, ni une tentative d'influence. Il s'agissait d'une action directe, potentiellement illégale, dont les répercussions pouvaient être imprévisibles. Malgré cela, il ne trouvait pas d'arguments suffisants pour s'y opposer. Car au fond, il partageait la même conviction, quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Et si ce plan représentait une chance, même infime, de révéler la vérité, alors il devenait difficile de l'écarter complètement. Emma, quant à elle, voyait dans cette initiative une dernière possibilité, une chance à laquelle elle s'accrochait avec une intensité presque désespérée. Elle ne cherchait plus à comprendre les mécanismes, ni à évaluer les risques. Tout ce qui comptait, c'était cette perspective, même fragile, de sauver sa mère. Pendant ce temps,
Jeanne poursuivait son quotidien avec une constance qui ne cessait d'intriguer. Son rituel de purification, son discours sur les énergies, tout cela pouvait sembler anodin dans un autre contexte. Mais ici, chaque geste prenait une dimension différente, presque symbolique. Était-ce une manière de se protéger, de se convaincre elle-même de quelque chose, ou simplement une habitude sans lien avec l'affaire? La question restait ouverte, mais elle contribuait à renforcer l'ambiguïté qui entourait sa personne. Cette capacité à rester en retrait, à ne jamais se laisser déstabiliser, constituait à la fois sa force et, potentiellement, sa faiblesse. Car dans une situation extrême, même les individus les plus maîtrisés peuvent finir par commettre une erreur. Et c'est précisément sur cette hypothèse que reposait le plan de Dimitri. Dans un autre registre, les enjeux économiques continuaient de se développer en parallèle, créant un contraste saisissant avec la gravité de l'enquête. Gary, porté par son projet de reprise de la paillote, avançait avec une détermination nouvelle. Son rendez-vous chez le notaire approchait, marquant une étape concrète vers la réalisation de son objectif. Cette perspective lui donnait une énergie particulière, une motivation qui semblait presque le protéger des tensions extérieures. Pour lui, l'avenir prenait enfin une forme claire, structurée, indépendante des événements qui secouaient son entourage. Mais derrière cette réussite, Sérignan poursuivait ses propres ambitions, avec une discrétion calculée. Son projet concernant les immeubles de Catherine Lemierre avançait progressivement, chaque étape étant soigneusement préparée. Il ne laissait rien au hasard, construisant une stratégie dont les effets ne se révéleraient qu'à long terme. Johanna, toujours attentive, continuait de percevoir les risques inhérents à cette approche. Elle savait que Catherine n'était pas une adversaire à sous-estimer. Mais face à la détermination de Sérignan, ces mises en garde semblaient avoir peu d'impact. Ainsi, pendant que certains se battaient pour la vérité, d'autres jouaient une partie différente, guidés par des intérêts économiques et des stratégies personnelles. Ces deux dynamiques, bien que distinctes, finiraient inévitablement par se croiser, créant des interactions dont personne ne pouvait encore anticiper les conséquences. Et au centre de tout cela, une seule question restait en suspens, plus pressante que jamais. Jeanne Beaulieu était-elle réellement la clé de toute cette affaire, ou n'était-elle qu'un leurre, une illusion construite par des esprits en quête désespérée de réponses? À mesure que les heures passaient, la tension ne cessait de s'intensifier, comme si chaque personnage avançait désormais avec la conscience confuse qu'un basculement était imminent. Rien n'était encore visible, rien n'avait encore éclaté, mais tout portait les signes d'une rupture proche, une fissure qui, une fois ouverte, ne pourrait plus être refermée. Au commissariat, l'étau judiciaire se resserrait progressivement autour de Nathalie, et cette progression lente mais constante renforçait un sentiment d'injustice difficile à ignorer. Alex et Thierry, malgré leur retenue habituelle, ne parvenaient plus à masquer entièrement leurs doutes. Chaque élément à charge semblait fragile, presque artificiel, comme s'il avait été assemblé pour construire une cohérence qui n'existait pas réellement. Ils en parlèrent une nouvelle fois à Baker, avec plus d'insistance cette fois, laissant transparaître une inquiétude plus profonde. Leur conviction ne reposait pas sur des preuves, mais sur une accumulation d'incohérences qui, mises bout à bout, formaient un tableau troublant. Pour eux, Jeanne Beaulieu ne pouvait plus être écartée aussi facilement. Baker les écouta avec attention, sans interrompre, laissant leurs arguments se déployer dans toute leur complexité. Il comprenait leur position, percevait leur malaise, mais restait contraint par une réalité implacable. Sans preuve concrète, il ne pouvait rien imposer face au juge Laplace. Cette limite, qu'il connaissait parfaitement, pesait désormais sur lui avec une intensité particulière. Dans cet échange, une forme de frustration partagée s'installa, silencieuse mais évidente. Tous savaient qu'ils étaient peut-être en train de laisser passer quelque chose d'essentiel, sans disposer des moyens nécessaires pour agir différemment. Cette sensation d'impuissance, difficile à accepter, devenait un moteur autant qu'un frein. Pendant ce temps, ailleurs, l'équilibre émotionnel d'Emma atteignait un point critique. Sa peur ne se limitait plus à une inquiétude diffuse, elle s'était transformée en une certitude angoissante. Elle voyait déjà sa mère enfermée, seule, incapable de supporter la violence psychologique d'un environnement carcéral. Cette projection, répétée, insistante, envahissait son esprit sans lui laisser le moindre répit. Les larmes devenaient inévitables, presque mécaniques, comme si son corps ne pouvait plus contenir l'intensité de ce qu'elle ressentait. Elle ne cherchait plus à se maîtriser, ni à dissimuler sa douleur. Tout ce qui comptait, c'était cette peur viscérale de perdre Nathalie, non pas seulement physiquement, mais moralement, intérieurement. Lucas, face à cette détresse, se retrouvait dans une position délicate.
Il voulait la rassurer, lui offrir un point d'ancrage, mais il savait que ces mots avaient leurs limites. Il ne pouvait pas promettre ce qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Pourtant, il refusait de céder au pessimisme, convaincu qu'une solution existait, quelque part, même si elle restait encore hors de portée. C'est dans ce contexte que la présence de Dimitri prenait une importance croissante, presque centrale. Son plan, encore invisible pour la plupart, devenait peu à peu l'unique alternative face à une enquête qui semblait s'enliser dans une direction erronée. Mais cette alternative reposait sur un équilibre fragile, où chaque erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles. Dimitri avançait avec une détermination nouvelle, nourrie par un mélange complexe de culpabilité, de peur et de responsabilité. Il savait que son passé pouvait à tout moment ressurgir et compromettre sa position. Le cambriolage, son sursis, tout cela constituait une menace réelle, immédiate. Aller voir la police signifiait risquer de perdre ce qu'il avait encore. Mais en même temps, rester passif devenait impossible. L'idée que Nathalie puisse être sacrifiée à cause de son silence le hantait, le poussant à agir malgré les risques. Ce conflit intérieur, loin de le paralyser, semblait désormais l'avoir conduit à une forme de clarté. Il avait fait son choix. Son plan reposait sur une logique simple en apparence, mais redoutable dans son exécution, créer une situation dans laquelle Jeanne serait contrainte de réagir, de sortir de son contrôle habituel. Il ne s'agissait pas de l'accuser directement, ni de la confronter frontalement, mais de la placer face à une réalité qu'elle ne pourrait pas manipuler. Cette approche impliquait une connaissance fine de son comportement, de ses habitudes, de ses failles potentielles. Dimitri ne pouvait pas se permettre d'improviser. Chaque détail devait être anticipé, chaque réaction envisagée. Car face à quelqu'un d'aussi maîtrisé que Jeanne, la moindre erreur pouvait ruiner l'ensemble du plan. Lucas, en prenant conscience de cette complexité, comprenait que Dimitri ne se contentait pas d'une idée vague, mais qu'il s'engageait dans une stratégie construite, réfléchie. Cela renforçait à la fois sa confiance et son inquiétude. Car plus le plan semblait solide, plus ses conséquences potentielles devenaient importantes. Emma, quant à elle, ne voyait qu'une chose, une chance. Une possibilité, aussi fragile soit-elle, de renverser une situation qu'elle considérait comme désespérée. Elle s'accrochait à cette idée avec une intensité presque douloureuse, comme si tout son équilibre en dépendait. Pendant ce temps, Jeanne continuait d'évoluer dans une apparente tranquillité, presque déconnectée de l'agitation qui l'entourait. Son comportement ne variait pas, ses gestes restaient mesurés, contrôlés. Elle poursuivait ses rituels, ses activités, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais cette constance, loin de rassurer, devenait de plus en plus troublante. Car dans un contexte aussi chargé, une telle maîtrise pouvait difficilement être interprétée comme une simple coïncidence. Elle donnait l'impression d'une personne parfaitement consciente de la situation, capable de maintenir une façade sans la moindre faille. Et c'est précisément cette absence de faille qui constituait le point faible potentiel sur lequel Dimitri comptait s'appuyer. Dans un autre registre, les dynamiques économiques continuaient de progresser, presque indépendamment du reste. Gary, porté par son projet, avançait avec une énergie nouvelle. L'obtention de son prêt n'était plus une promesse, mais une réalité, concrétisée par l'intervention efficace de Sérignan. Cette réussite, qu'il partageait avec enthousiasme, marquait un tournant dans sa vie. Il se projetait déjà dans l'avenir, imaginant les transformations à venir, les décisions à prendre, les responsabilités à assumer. Pour lui, tout semblait enfin possible. Mais derrière cette progression, Sérignan poursuivait son propre jeu, avec une discrétion calculée. Son plan concernant Catherine Lemierre continuait de se structurer, chaque étape étant pensée pour maximiser son avantage. La gestion des immeubles n'était qu'un point de départ, une manière d'entrer dans un système qu'il comptait ensuite contrôler. Johanna, toujours attentive, restait méfiante face à cette stratégie. Elle percevait les risques, les conséquences possibles, mais savait aussi que certaines décisions échappaient à toute tentative d'influence. Face à la détermination de Sérignan, ces avertissements semblaient insuffisants. Ainsi, tandis que certains se battaient pour la vérité, d'autres poursuivaient des objectifs bien différents, contribuant à un enchevêtrement de situations dont l'issue restait incertaine. Ces trajectoires, encore parallèles, finiraient inévitablement par se croiser, créant des interactions imprévisibles. Et au centre de cette convergence, le plan de Dimitri avançait, silencieux, prêt à se déployer au moment opportun. Car désormais, il ne s'agissait plus de savoir si quelque chose allait se produire. Mais quand ? À cet instant précis, tout semblait suspendu à une décision, à un geste, à une initiative qui pourrait faire basculer l'équilibre déjà fragile de la situation.
L'enquête officielle avançait selon une logique implacable, presque mécanique, tandis que dans l'ombre, une autre dynamique, plus risquée, plus imprévisible, continuait de se construire autour de Dimitri. Le contraste entre ces deux trajectoires devenait de plus en plus marqué. D'un côté, la justice suivait son cours, encadrée par des procédures strictes, des délais précis, des obligations formelles. De l'autre, un plan parallèle prenait forme, échappant à tout contrôle institutionnel, reposant uniquement sur l'intuition, le courage et une part d'inconnu impossible à maîtriser. Au commissariat, la situation de Nathalie atteignait désormais un point critique. Son passage devant la justice n'était plus qu'une question de temps, et cette perspective donnait à chaque échange, à chaque décision, une gravité particulière. Alex et Thierry, malgré leur professionnalisme, ne pouvaient plus ignorer le malaise qui les habitait. Ils avaient le sentiment d'assister à une progression logique en apparence, mais profondément déséquilibrée dans ses fondements. Chaque élément retenu contre Nathalie semblait plausible pris isolément, mais leur assemblage manquait de cohérence globale. Une construction fragile, susceptible de s'effondrer au moindre choc, à condition que ce choc survienne à temps. Baker, conscient de ses limites, restait néanmoins contraint par la réalité des faits disponibles. Il ne pouvait pas agir sur des impressions, aussi pertinentes soient-elles. Cette retenue, nécessaire, devenait pourtant difficile à supporter face à l'urgence de la situation. Dans ce contexte tendu, Alex se retrouvait pris dans une forme de dualité de plus en plus pesante. Son rôle exigeait de lui une objectivité constante, une capacité à analyser sans se laisser influencer par ses émotions. Pourtant, dans cette affaire, il ne parvenait pas à se détacher complètement. Les réactions d'Emma, sa détresse visible, sa conviction inébranlable quant à l'innocence de sa mère, tout cela laissait une trace. Il ne pouvait pas simplement l'ignorer, faire comme si cela n'avait aucune importance. Mais en même temps, il ne pouvait pas non plus laisser ces éléments influencer son jugement de manière irrationnelle. Cette tension intérieure se manifestait dans sa manière d'interagir, plus prudente, plus mesurée, comme s'il cherchait en permanence à maintenir un équilibre entre empathie et rigueur. Une position délicate, qui ne lui laissait aucun espace de confort. Pendant ce temps, Emma continuait de sombrer dans une inquiétude de plus en plus profonde. L'idée que Nathalie puisse être incarcérée ne cessait de la hanter, prenant des proportions démesurées dans son esprit. Elle ne voyait plus d'alternative, plus de solution, seulement une trajectoire inévitable vers une issue tragique. Ses larmes n'étaient plus seulement une réaction ponctuelle, mais l'expression d'un épuisement émotionnel total. Elle avait l'impression de lutter contre quelque chose de trop grand pour elle, un système, une mécanique qu'elle ne comprenait pas mais qui semblait décidée à broyer tout ce qui se trouvait sur son passage. Lucas, face à cette détresse, continuait de jouer un rôle essentiel, tentant de maintenir une forme de stabilité malgré ses propres incertitudes. Il choisissait ses mots avec soin, cherchant à rassurer sans mentir, à soutenir sans promettre l'impossible. Mais lui aussi commençait à ressentir le poids de la situation, cette impression que le temps leur échappait. C'est dans ce climat de tension extrême que Dimitri poursuivait l'élaboration de son plan avec une concentration presque obsessionnelle. Chaque détail comptait, chaque variable devait être anticipée. Il ne pouvait pas se permettre d'improviser, pas face à quelqu'un comme Jeanne. Son refus de se tourner vers la police restait inchangé, mais il ne relevait plus seulement de la peur. Il était devenu une décision stratégique, une manière de garder le contrôle sur la situation. En agissant en dehors du cadre officiel, il espérait pouvoir surprendre, déstabiliser, créer un effet que la procédure classique ne permettrait jamais. Mais cette liberté avait un prix. Elle impliquait une responsabilité totale, sans filet de sécurité, sans possibilité de se reposer sur une structure. Si son plan échouait, il en assumerait seul les conséquences. Et ces conséquences pouvaient être lourdes, bien au-delà de ce qu'il était prêt à admettre. Lucas, en prenant pleinement conscience de cette réalité, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Il comprenait la logique du plan, partageait même en partie sa nécessité, mais il voyait aussi les risques, les dérives possibles. Il savait que ce type d'initiative pouvait rapidement échapper à tout contrôle. Emma, en revanche, restait focalisée sur l'objectif final. Elle ne voyait pas les dangers, ou refusait de les voir. Pour elle, Dimitri représentait désormais une chance, une possibilité concrète de renverser la situation. Elle s'accrochait à cette idée avec une intensité qui la rendait presque aveugle au reste. Dans l'ombre de ses décisions, Jeanne poursuivait son quotidien avec une régularité presque troublante. Son comportement ne variait pas, ses gestes restaient précis, contrôlés, comme si elle évoluait dans une bulle imperméable aux tensions extérieures. Son rituel de purification, répété avec une constance presque méthodique,
continuait d'alimenter les interrogations. Était-ce une simple habitude, un besoin personnel, ou une manière de se protéger d'une réalité plus sombre? Personne ne pouvait encore trancher. Mais une chose devenait de plus en plus évidente, cette façade parfaitement maîtrisée ne pourrait pas tenir indéfiniment face à une pression suffisante. Et c'est précisément cette pression que Dimitri cherchait à créer. Pendant ce temps, les enjeux économiques poursuivaient leur propre évolution, créant un contraste saisissant avec la gravité de l'enquête. Gary, porté par son projet, avançait avec une détermination renforcée. Le rendez-vous chez le notaire approchait, marquant une étape décisive dans la concrétisation de son ambition. Cette perspective lui donnait une énergie nouvelle, une confiance qui semblait presque le protéger des tensions environnantes. Il se projetait déjà dans son futur rôle, imaginant les décisions à prendre, les responsabilités à assumer. Pour lui, tout semblait enfin s'aligner. Mais derrière cette réussite, Sérignan continuait de développer sa stratégie avec une précision calculée. Son plan concernant Catherine Lemierre avançait discrètement, chaque étape étant pensée pour maximiser son avantage. La gestion des immeubles n'était qu'un point de départ, une entrée dans un système qu'il comptait ensuite maîtriser. Johanna, toujours vigilante, ne cessait de percevoir les risques inhérents à cette approche. Elle connaissait Catherine, sa capacité à résister, à se défendre. Mais face à la détermination de Sérignan, ses avertissements semblaient avoir peu d'impact. Ainsi, tandis que certains se battaient pour la vérité, d'autres poursuivaient des objectifs différents, contribuant à un enchevêtrement de situations dont l'issue restait incertaine. Ces trajectoires, encore parallèles, étaient désormais sur le point de se croiser. Et au centre de cette convergence, le plan de Dimitri approchait de son moment décisif. Car bientôt, il ne s'agirait plus seulement d'intuition ou de stratégie, mais d'une confrontation réelle, où chacun serait contraint de révéler sa véritable nature. À cet instant charnière, tout semblait converger vers une même direction, comme si les trajectoires jusque-là dispersées s'apprêtaient enfin à se croiser dans un point de rupture inévitable. Le temps n'était plus à l'hésitation, ni aux suppositions prudentes. Désormais, chaque action, chaque décision portait en elle la possibilité d'un basculement définitif. Chez Lucas et Emma, l'atmosphère était devenue presque irréelle, suspendue entre l'espoir fragile que représentait le plan de Dimitri et la peur constante de voir Nathalie disparaître dans un engrenage judiciaire impossible à arrêter. Emma, épuisée par l'intensité de ses émotions, oscillait entre moments de silence et élans incontrôlés, comme si son esprit refusait désormais de suivre une logique cohérente. Elle s'accrochait à une seule idée, Nathalie ne pouvait pas être coupable. Cette conviction, devenue presque instinctive, ne reposait plus sur des arguments rationnels, mais sur un lien profond, indestructible, celui qui unit une fille à sa mère. Et pourtant, face à la mécanique implacable de la justice, cette certitude semblait dérisoire, presque impuissante. Lucas, lui, continuait de maintenir une forme de lucidité, même si celle-ci était de plus en plus difficile à préserver. Il savait que leur seule chance reposait désormais sur Dimitri. Une situation paradoxale, presque ironique, où l'espoir d'innocenter Nathalie dépendait d'un homme lui-même en équilibre précaire, contraint de naviguer entre ses propres intérêts et une exigence morale qu'il ne pouvait plus ignorer. Dimitri, de son côté, avait atteint un point de non-retour. Son plan, longtemps resté à l'état d'idée, était désormais prêt à être mis en œuvre. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus de possibilité de reculer sans conséquence. Tout reposait sur sa capacité à provoquer Jeanne, à la pousser dans ses retranchements, à révéler ce qu'elle s'efforçait peut-être de cacher. Ce qu'il s'apprêtait à faire dépassait largement le cadre d'une simple initiative personnelle. Il s'agissait d'un pari, risqué, instable, où chaque variable pouvait échapper à son contrôle. Mais dans son esprit, il n'existait plus d'alternative. Laisser les choses suivre leur cours reviendrait à condamner Nathalie sans tenter de l'empêcher. Dans l'ombre, Jeanne poursuivait son quotidien avec une constance qui, à ce stade, ne pouvait plus être interprétée comme anodine. Son calme, sa maîtrise, sa capacité à rester imperméable aux tensions environnantes prenaient une dimension presque inquiétante. Comme si elle évoluait avec une longueur d'avance, consciente de ce qui se jouait sans jamais le montrer. Son rituel de purification, répété avec une rigueur presque obsessionnelle, renforçait cette impression d'étrangeté. Était-ce une manière de se rassurer, de se protéger, ou bien un mécanisme plus profond, lié à une culpabilité qu'elle tentait d'effacer? La question restait suspendue, sans réponse immédiate. Mais ce qui était certain, c'est que cette façade, aussi solide qu'elle puisse paraître, allait bientôt être mise à l'épreuve. Au commissariat, la situation de Nathalie atteignait son point culminant.
Le processus judiciaire suivait son cours, inexorable, laissant peu de place à l'improvisation. Alex et Thierry, malgré leurs doutes persistants, se retrouvaient contraints de continuer dans cette direction, conscients que sans éléments nouveaux, rien ne pourrait venir enrayer cette progression. Baker, fidèle à sa rigueur, maintenait une position équilibrée, mais la pression exercée par le juge Laplace devenait de plus en plus difficile à contenir. Chaque instant qui passait renforçait l'idée que l'affaire était sur le point d'être scellée, figée dans une version qui ne correspondait peut-être pas à la réalité. Dans ce contexte, le plan de Dimitri apparaissait comme la seule variable capable de modifier l'équation. Pendant ce temps, dans un registre totalement différent, Gary poursuivait son avancée avec une détermination presque aveugle. L'obtention de son prêt, confirmée par l'intervention de Sérignan, lui ouvrait des perspectives qu'il n'osait plus espérer. La paillote n'était plus un rêve, mais une réalité en construction. Son enthousiasme, communicatif, contrastait avec la gravité de l'affaire Nathalie. Il se projetait déjà dans son futur rôle, imaginant les changements à venir, les décisions à prendre. Pour lui, l'avenir semblait enfin s'éclaircir, comme si toutes les difficultés passées trouvaient enfin une issue. Mais derrière cette réussite, Sérignan continuait de tirer les ficelles avec une précision redoutable. Son projet concernant les immeubles de Catherine Lemierre avançait discrètement, chaque étape étant pensée pour renforcer sa position. La gestion n'était qu'un point d'entrée, une première phase avant une prise de contrôle plus complète. Johanna, toujours lucide, percevait les dangers de cette stratégie, mais savait aussi que certaines dynamiques échappaient à toute tentative d'influence. Elle observait, attentive, consciente que ce jeu pouvait à tout moment produire des effets inattendus. Ainsi, deux mondes évoluaient en parallèle, celui de la justice, tendu vers une vérité incertaine, et celui des ambitions personnelles, guidées par des intérêts économiques et stratégiques. Ces deux dynamiques, encore distinctes, étaient désormais sur le point de se rencontrer. Et au centre de cette convergence, une seule question subsistait. Que se passerait-il lorsque le plan de Dimitri entrerait en action ? Car ce moment approchait. Un moment où les apparences seraient mises à l'épreuve. Un moment où les certitudes pourraient s'effondrer. Un moment où Jeanne Beaulieu serait peut-être contrainte de révéler ce qu'elle cache, ou de prouver, définitivement, qu'elle n'a rien à se reprocher. Dans cette attente, chacun retenait son souffle, sans savoir que la vérité, lorsqu'elle éclaterait, risquait de bouleverser bien plus que cette seule affaire.